Sachant que les agresseurs ont tous exactement les mêmes stratégies, on ne parle pas parce que c'est une espèce de machine de guerre qui se met en place. Et comment ça marche, la stratégie des agresseurs? Que ce soit les violeurs, que ce soit les conjoints, que ce soit les proxénètes, que ce soit tous les gens, les agresseurs sexuels, etc. Ils ont tous la même stratégie. La première stratégie, si c'est un viol, on imagine bien, se planquer, isoler la personne. Le conjoint violent, lui, il va commencer à expliquer que les copines, elles sont vraiment débiles, que franchement, cette famille, c'est pas possible, qu'ils sont vraiment insupportables. Et petit à petit, elle va se retrouver bien sans trop d'alliés, on va dire, sur lesquels s'appuyer. Donc il peut l'isoler comme ça professionnellement, en disant mais non, si elle s'entend bien dans le boulot, c'est change de boulot, c'est nul ce boulot, voilà, on n'oublie jamais que les violences conjugales, avant les violences conjugales, un couple ça commence quand même la plupart du temps, majoritairement par une histoire d'amour. Donc évidemment, quand on aime, on a envie de faire plaisir, on a envie d'être bien avec l'autre, et vraiment ça fait souffrir comme ça, qu'on fasse ce travail-là, on change de travail, c'est quand même pas la fin du monde. Et puis on renonce comme ça, petit à petit, pour lui faire plaisir. Et surtout, on se retrouve de plus en plus seul. Le conjoint, enfin les agresseurs d'une manière générale, leur stratégie, c'est aussi d'arriver à casser chaque jour un petit peu plus en humiliant, en insultant, en dégradant, en ignorant les capacités de l'autre, en maintenant leur conjointe dans des rôles stéréotypés, c'est-à-dire que si la conjointe ne travaille pas, ça va être je te laisse de l'argent mais exclusivement pour les tâches ménagères, et tout ce qui est autre chose, je ne te donne pas d'argent. Si c'est pour les vacances, etc., et que la dame travaille, souvent ils détournent l'argent du salaire pour leur propre plaisir à eux. La femme, elle, la victime, elle, ne gardant que l'argent du ménage. Et évidemment, en termes d'autonomie sexuelle, c'est lui qui décide ou pas quand est-ce qu'il y a des relations sexuelles, elle n'étant jamais suffisamment intéressant pour dire ce soir on fait l'amour ensemble. C'est toujours lui qui décide quand, à quelle heure, et on verra plus tard comment on s'y fait. Sa stratégie, c'est aussi d'inverser la culpabilité. Donc chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est de sa faute. Je t'ai insulté, parce que ça fait quand même 3 fois que je te dis que je n'aime pas quand le poulet est trop grillé. Donc c'est normal que je t'insulte, puisque tu ne veux pas comprendre. Et donc c'est pour ça que je t'insulte. Donc imaginez tout ce que je viens de dire pour une seule personne qui est confrontée à ça. C'est quelque chose qui va crescendo. Donc c'est ce qu'on l'entend, puis on les entend tous d'ailleurs. Ils disent non mais c'est pas moi, enfin franchement elle abuse, elle exagère, de toute façon elle est hystérique, elle a tendance à tout exagérer, bon bref on connaît par cœur, elle le souhaitait en fait. C'est un peu tout ce que disent les violeurs, elle l'a bien cherché, en fait, elle l'a cherché, comment elle était habillée, comment elle m'a évidemment, une Colbert, pas possible que ça ait été Colbert, donc Colbert égale violée dans leur tête, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Donc évidemment, plus on va accumuler aussi des professions, des tenues vestimentaires, et plus ça va être facile pour eux de dire franchement t'es d'accord, c'est pas trop bas quand même. Donc en mélangeant tout et en faisant évidemment culpabiliser celle qui était habillée comme ceci ou comme cela. D'ailleurs, on fait tout très attention à comment on s'habille quand on sort dans la rue ou n'importe où. D'ailleurs, tellement on est flippé quand on nous sort cet argument. Et donc, ce qu'il fait en faisant ça, c'est s'il l'a insulté parce que le poulet était trop cuit et qu'elle fait en sorte que le poulet ne soit pas trop cuit, il ne sera pas assez cuit le poulet fatalement. C'est-à-dire que de toute façon, elle n'a aucune issue. Elle est prise comme le lapin en face des phares. De toute façon, le poulet, ce sera jamais bon. Et donc évidemment que, en faisant ça, il instaure un climat de peur et d'insécurité. Je ne sais pas, moi je donne souvent l'exemple, imagine qu'on demande d'aller chercher le sac là, puis qu'on dit j'ai fait une blague, j'ai mis des mines un peu partout, tu vois, donc va chercher le sac. Imaginons-nous, dans cette situation, il faut qu'on aille chercher le sac, mais qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va sauter. Et bien c'est exactement ça, une femme victime de violence. Et la stratégie de l'agresseur, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout fait peur, tout est insécurisant, tout ce que je fais n'est pas validé, et le jour où il va falloir que je fasse quelque chose, je ne vais pas pouvoir y aller, parce que ça fait trop peur, et que le sac là-bas, je ne sais pas quel chemin prendre, parce que je ne sais pas quand est-ce que la balle va tomber, je ne sais pas ce que je vais faire mal, donc je n'y arrive plus.
Et donc évidemment, ce qu'ils font, et on l'a vu avec Einstein, avec plein de gens, enfin Strauss-Kahn et tous les autres qui sont connus, mais même quand ils ne sont pas connus, c'est de mettre en place un système qui va leur permettre d'avoir des alliés et d'assurer tout de suite l'impunité. Donc ils ont des alliés, ils ont des gens qui peuvent dire partout, mais je le connais, c'est un type tellement formidable, il y en a même qui mettent du rouge à lèvres et tout, pour dire, regardez, je suis tellement l'allié des meufs, moi je suis un mec super. Mais voilà, donc il se fait des alliés. Alors, ça peut pas être plus, c'est pas possible, rappelez-toi, quand il a mis du rouge à lèvres, c'est un mec féministe et tout. Donc c'est très malin, c'est une stratégie en fait. C'est pas une erreur, c'est une stratégie. Ah, quand il fait ça, il recrute des alliés. Chez les hommes et chez les femmes, parce que fatalement, on va le trouver super ce mec-là. C'est un type qui agit, donc il est encore plus tranquille que les autres. Et puis il va essayer de faire en sorte que les victimes soient dans son scénario. Mais vous voyez bien qu'elle raconte n'importe quoi. Regardez, j'ai une photo. Elle accepte mes fleurs. Regardez, je lui avais offert une bague. Elle apporte ma bague. Donc lui, il a beaucoup de mémoire. La victime, elle n'en a pas beaucoup, parce que de toute façon, elle est tellement terrorisée, quand il offre une fleur, elle se dit « Qu'est-ce qui va m'arriver avec cette fleur ?» C'est même tombé sur la tête, donc elle ne s'en rappelle même plus de la fleur. Et ça, c'est très important, notamment quand on est policier, de se dire le jour où une victime va oser porter plainte, on sait qu'elle va arriver avec ce fardeau-là. Et quand on a peur comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se contredit. On ne sait plus très bien quel jour c'était, on ne sait plus très bien si c'est ce jour-là qu'il a mis une gifle et que la dent a sauté, ou si c'était 2 jours avant, ou si c'était l'année dernière. Et évidemment, comme souvent, pas tous, parce que de plus en plus de policiers sont formés, mais on voit bien que quand les policiers ne sont pas formés, leur technique à eux, c'est de se dire potentiellement elle ment. Alors quand on vient de décrire une stratégie pareille et qu'on pose 2 questions où la victime va se contredire, fatalement, puisque elle est sur un champ de mine, fatalement qu'elle va se contredire, comme nous tous quand on a peur, c'est pas le moment où on est le plus efficace dans nos vies. Eh bien, à ce moment-là, ça va devenir horrible, parce qu'elle va paniquer de plus en plus, elle va se retrouver finalement dans la même logique que face à son agresseur, et plus on va essayer de la faire se contredire et de prouver qu'elle ment, et plus elle va prouver que peut-être elle ment. Et ça, c'est très compliqué. Donc nous, c'est ce qu'on dit toujours, c'est comment passer de la culture de la violence ou du viol à une culture de protection. Un policier qui prend correctement une plainte, qui fait en sorte qu'elle soit le plus possible circonstanciée, il aura tout le temps ensuite de faire son enquête pour voir si madame mentait ou pas. Mais en tout cas, l'écouter avec bienveillance, lui dire « vous inquiétez pas, c'est pas grave, aujourd'hui c'est trop dur, on se voit une autre fois », eh bien on se rend compte qu'évidemment, au procès, ça passe super bien parce que le policier a fait, ou la policière a fait son travail correctement, que la plainte, du coup on a découvert qu'elle était témoin, que la dame elle était venue pour agression sexuelle, mais quand une violence conjugale, et que dans l'échange avec le policier, on se rend compte qu'il y a en plus viol conjugal, et donc c'est très important d'arriver à se dire, quand on écoute une victime, on la croit. L'hôpital, c'est un milieu où on est en permanence dans l'intimité des gens. On est en permanence dans quelque chose d'assez particulier quand même. On est dans le soin et on y passe jour et nuit à l'hôpital. Donc on y dort et puis on en bave à l'hôpital. Donc on en bave parce que c'est psychiquement difficile, physiquement difficile et du coup ça donne lieu à une énorme dose de stress et à un énorme débordement pour évacuer ce stress. Et donc vous avez tous entendu parler des salles de garde, des tonus. Bon, et cette promiscuité et cet habillement minimal à l'hôpital où on sait bien que toutes les infirmières sont nues sous leur blouse, il y a quelque chose de l'ordre de la proximité et de l'intimité qui fait que la situation est plus à risque. Après, en tant que médecin du travail, ce que je constate, c'est que je vous ai donné le nombre d'heures de formation. Je me suis formée petit à petit parce que c'est un sujet qui m'a intéressée, parce que j'étais bien consciente de mon peu de connaissances. Et puis je me suis d'abord formée sur la question de l'alcool, mais c'est des questions qui se rejoignent. Et en fait, j'ai beaucoup accompagné des femmes
parce qu'elle venait, parce que lorsque je l'ai rencontrée dans la visite périodique, elle me parlait de l'alcoolisme, enfin, je posais des questions sur leur consommation d'alcool, etc. Et elle me parlait de l'alcoolisme de leur conjoint. Et du coup, c'est d'abord par cette voie-là que j'ai commencé à accompagner des femmes qui étaient victimes de leur mari violent alcoolique. Et puis, depuis que je suis élue, ça a correspondu à peu près au moment où j'ai commencé à suivre des formations qui sont faites par la mission interministérielle de protection des femmes contre les violences, la MIPROF, qui fait depuis plusieurs années un travail assez impressionnant pour former tous les professionnels qui sont au contact des femmes et des enfants pour essayer de distiller la connaissance, la possibilité de comprendre comment marche les violences et de comprendre les signes qui doivent les alerter. C'est parce que les gens qui sont en contact avec les femmes ne sont pas suffisamment formés, mais que ce soit les médecins, que ce soit les sages-femmes, que ce soit le personnel d'accueil des mairies, petit à petit, on essaie de former tout le monde. Et les enseignants, parce qu'eux, ils voient les enfants. L'essai de sensibiliser absolument tout le monde permet à ce que finalement, quand on aura un tout petit signe d'appel, on va poser la question. Et aujourd'hui, ce que j'ai appris grâce à ces formations que j'ai suivies, c'est de poser la question systématiquement. Alors, ça peut paraître difficile de poser la question systématiquement. Bonjour, est-ce que vous avez subi des violences? Eh bien, alors on apprend à poser la question qu'on pense pouvoir poser, à la faire à sa manière. Et en fait, moi je posais déjà énormément de questions dans ma consultation. C'est un vrai interrogatoire. Les gens, je leur pose la question pas absolument pour avoir la vérité, parce que les gens, je leur demande ce qu'ils boivent, ce qu'ils fument, s'ils prennent des drogues, et on me dit, les gens ne doivent pas te dire ce qu'ils font. Mais en fait, je leur demande pas pour qu'ils me disent, je leur demande pour leur donner une occasion d'en parler. Et que s'ils ont un problème de drogue, ils vont pouvoir m'en parler. Avec la violence, c'est la même chose. De poser la question, est-ce que vous avez subi des violences dans votre vie? Est-ce que vous avez subi des violences quand vous étiez enfant, quand vous étiez adolescente? Est-ce que vous avez subi des agressions sexuelles? Donc le poser en systématique. Au début, c'est un peu difficile, mais il y a plein de médecins qui ne posent jamais la question de la consommation d'alcool. Pour moi, c'est un parallèle parce que c'est des choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise parce qu'on n'a pas été formé. Parce que j'ai été formée sur les questions de la sexualité, je parle avec les patients de sexualité. Et parce qu'en fait, j'entends quand il y a quelque chose qui fait qu'ils ont envie de parler de ça. Et là, de la même manière, le fait de poser la question systématiquement, ça change tout. Et là, après, il faut être quand même formé, il faut être accompagné, parce qu'après, je suis médecin du travail et j'ai des personnes qui me racontent avoir été violées par leurs deux frères pendant toute leur enfance. Après, il faut les accompagner, ça fait aussi une charge mentale pour le médecin, mais du coup, cette question systématique, ça a tout changé dans la pratique. Et je pense que si aujourd'hui, on commence donc à former, les policiers sont formés, les enseignants sont formés, à la ville de Paris, on propose des formations au personnel d'accueil des mairies, pour quelqu'un qui va venir pour un papier de la vie courante. Alors évidemment, les personnels de mairie ne vont pas poser la question « Bonjour, est-ce que vous avez subi des agressions ?» parce que ils ne sont pas dans ce rôle-là. Ça, c'est une question que peuvent poser tous les médecins, tous les sages-femmes, les dentistes. Les dents cassées, c'est fréquent dans les violences faites aux femmes. Et les dentistes voient beaucoup de femmes qui ont été maltraitées et ils ne posent pas la question. Ils demandent comment ça s'est passé et elles sont tombées dans l'escalier. Donc, cette attention-là, et donc la MIPROF a fait des films qui sont vraiment formidables comme outil de sensibilisation pour que le personnel, pardon, je suis un peu confuse, mais le personnel de l'accueil il va simplement apprendre à avoir conscience que certains signes doivent un petit peu les faire réagir, non pas se transformer en médecin. Il faut que chacun accompagne les personnes en fonction de ce qu'ils peuvent, et comme l'a dit ma collègue et voisine, Marie, merci, simplement donner un numéro, peut-être que ça va faire gagner 10 ans de diminution de la souffrance. C'est qu'on connaît à l'heure actuelle plusieurs difficultés. La première pour les gens, c'est que se rendre dans un commissariat n'est pas une partie de plaisir.
pour certains, une infime minorité, 6 à l'aise, qui encombrent nos services, mais pour les victimes, c'est très compliqué. Elles savent qu'elles vont passer plusieurs heures. Il est très rare d'aller au commissariat et d'avoir un enquêteur qui va pouvoir prendre votre plainte immédiatement. Voilà. Donc on a beaucoup d'attentes. On a des salles d'accueil qui sont surchargées. Et puis il y a un manque certain de confidentialité. Voilà. La première chose, c'est qu'on va expliquer les raisons de sa venue. Alors déjà, un interphone la plupart du temps. Puis ensuite, à une personne qui se trouve à l'accueil, qui peut être une hôtesse d'accueil, qui peut être un agent de police. Et puis voilà, avec des gens qui vous regardent derrière, avec un climat qui n'est pas serein. Tout ça rend très difficile la démarche de se rendre au commissariat. Après, sur la prise de plainte en tant que telle, selon qu'on habite en province ou qu'on habite en région parisienne, on peut avoir la chance d'avoir des services spécialisés. À Paris intramuros, on a dans les commissariats des brigades de protection de la famille qui comprennent des agents spécialisés qui ne travaillent que sur ce type de plainte. Voilà. Alors, avec une petite réserve, c'est que ces services sont hebdomadaires et ils travaillent la plupart du temps dans une tranche horaire qui va de 8h à 18h, 19h. Voilà. Ensuite, il y a d'autres services qui prennent le relais. On a des services d'investigation en temps réel qui prennent le relais, mais il faut savoir que les agents qui travaillent dans ces services ont une charge de travail qui est conséquente et qui font leur travail du mieux qu'ils peuvent, mais que c'est très compliqué. Voilà. On est vraiment, on peut comparer ça, faire le parallèle avec le milieu médical, à des services d'urgence. Voilà, on passe d'un spécialiste qui travaille de manière un peu plus confortable à des urgentistes, voilà, qui doivent traiter, c'est pas péjoratif, le tout venant, toutes les affaires. Je crois que c'est ce micro-là. Si ouais, il y a un souci là. Il y a un souci peut-être. Il faut enlever ton téléphone à côté. Alors dans les difficultés ensuite, dans l'enquête en elle-même, il faut savoir qu'on a un délai de 24 heures qui va courir. Alors, on va prendre le cas du mari qui va violenter son épouse. Elle se rend au commissariat pour déposer plainte. Les policiers interpellent l'individu. À partir du moment où on fait rentrer la force publique en jeu, qui a coercition, on a un délai de 24 heures qui va courir, le délai de la garde à vue. Ce qui va compliquer la tâche des agents, c'est qu'à l'heure actuelle, la procédure pénale s'est complexifiée à un point où la forme en elle-même, c'est-à-dire la procédure dans les actes qui la constituent, va compter pour 80%. Voilà. Et ça laisse à l'agent 20% pour auditionner le mis en cause. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, pour un exemple concret, un agent, quand il va travailler sur une procédure, il va rédiger un certain nombre d'actes, et à 80% sont des actes administratifs. Voilà, c'est-à-dire ce qu'on appelle des réquisitions, des avis divers, qui vont servir à garantir au parquet que les droits du mis en cause sont bien avérés, effectifs. Voilà, on a un système qui est tourné avant tout sur le mis en cause, voilà, qui est, jusqu'à preuve du contraire, qui est innocent, jusqu'à sa condamnation. Voilà, donc il a un certain nombre de droits. Et voilà, ça densifie le travail et laisse peu de temps finalement à la partie dialogue avec le mis en cause, qui pourtant est très importante. Les faits se ressentent aussi sur la prise de plainte de la victime. Voilà, c'est que bien souvent, les victimes sont reçues dans des conditions qui ne sont pas idéales.
Alors on va prendre l'exemple malheureusement d'une mère de famille qui a plusieurs enfants, des enfants en bas âge. Elle vient seule au commissariat, elle a ses enfants avec elle. Je vous laisse imaginer les conditions dans lesquelles la plainte va être prise, avec des bébés qui sont apeurés, qui viennent de vivre une situation très dure. Et voilà, la maman qui est avec le bébé, qui doit parler de choses très difficiles avec les enfants dans la pièce. Enfin voilà. Et les conditions ne sont absolument pas réunies pour que tout se fasse sereinement et comme il faut. Alors, tout ça, toutes ces difficultés, elles sont liées donc à une augmentation de la charge des procédures. Donc, on a ouvert les vannes des commissariats à la fin des années 90 en disant aux gens, quand vous êtes victime d'un délit, venez déposer plainte. Voilà. Il y a eu pour effet pervers de surcharger les commissariats avec des affaires qui pourraient être sans doute réglées différemment. Je vous prends le cas par exemple de voisins qui vont déposer plainte les uns contre les autres pour des problèmes d'antennes paraboliques qui débordent sur le jardin. Enfin voilà, il y a quantité d'affaires qui pourraient être traitées différemment. Et malheureusement, une affaire en vaut une autre en termes de statistiques. Voilà, parce que les statistiques se sont insérées dans le travail des policiers. Et voilà, toutes les affaires doivent être traitées de la même manière. Demande du temps de travail fonctionnel. À la suite de ça, le parquet a du travail également. Donc toute la chaîne se met en place. Et ça, malheureusement, ça enlève du temps qu'on devrait consacrer des affaires qui le mériteraient sans doute davantage. Voilà, dont toutes les affaires liées aux violences conjugales. Alors, on a aussi divers problèmes qui vont se poser, notamment le manque d'aide psychologique. On a des psychologues qui travaillent avec les commissariats, des assistantes sociales aussi. Il faut savoir que ce n'est pas la norme. Voilà, la plupart du temps, la victime viendra seule au commissariat, elle n'aura pas de prise en charge immédiate par une psychologue. Or, ça faciliterait très certainement le travail des policiers. Voilà. Quand on a été victime d'une violence, le policier n'est pas forcément la première personne à qui on aimerait parler dans ces cas-là. Voilà, il y aurait sans doute des choses à faire, de manière à débloquer ensuite la parole, à expliquer aussi tout le déroulé de la procédure. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et de ne pas simplifier la chose en disant aux personnes, venez déposer plainte et tout ira bien. Ça, c'est utopique de le croire. Le dépôt de plainte a des conséquences et c'est pas la solution à tout. Voilà. Là, il est important que les personnes puissent savoir ce qui va se passer exactement. Savoir que quand il y aura dépôt de plainte, dans certains cas, ça va entraîner ensuite une garde à vue et que la vie ensuite ne sera plus la même. Vous pouvez parler de la formation? La formation, voilà. Comment vous êtes formé à ça? Est-ce que vous l'êtes? Alors, la plupart des fonctionnaires de police qui vont prendre des plaintes ont une formation généraliste en école de police. Voilà, qui va se dérouler sur près d'une année. Alors, ensuite, hormis les policiers qui vont être amenés à travailler dans les services spécialisés, comme les brigades de protection des familles, la formation va se faire au fil de l'expérience. Voilà. Il y a pas les formations ne sont pas disponibles pour tout le monde. Voilà, Donc il n'y a rien en formation initiale et il y a une possibilité en formation continue. Voilà, en formation continue, mais là encore... Sur la base du volontariat, c'est-à-dire que s'il le demande. Alors oui, mais les agents vont être fortement incités à faire ces stages. Voilà, c'est un plus. Hein. C'est un plus, mais là encore, quand on envoie un fonctionnaire en stage d'une semaine, il ne sera plus là, il sera plus présent dans son service pendant une semaine, et le travail ne sera pas à sa place. Voilà. Je vais vous citer un exemple concret. En province, on a
les brigades qui vont traiter en majorité les affaires de violence conjugale, les brigades de sûreté urbaine, sont des petits services d'enquête très réduits, et on peut avoir des services où chaque enquêteur aura 400 dossiers. Voilà, 400 dossiers. Alors, on considère qu'un enquêteur, quand il a un portefeuille qui dépasse les 30 procédures, les choses deviennent très compliquées. Voilà. Là, je vous parle de 400 dossiers, avec des affaires diverses et variées. On peut avoir des violences conjugales, des violences physiques. Les affaires vont s'entasser, et malheureusement, un jour, il se trouve qu'un dossier qui est au milieu de la pile finit de manière tragique. Voilà. Très concrètement, lorsque survient un décès sur un arrondissement, je vous prends le cas de la commune de Lyon où je travaillais, les enquêteurs regardaient si le nom du défunt était raccroché à une procédure en cours. Voilà. Et il y avait des mauvaises surprises des fois. Voilà, on s'apercevait qu'une victime de violence faisait l'objet était citée dans un dossier où l'auteur était déjà connu. Vous êtes souvent le cas avec les institutions. Avec les terroristes, je suis sûre. Non, mais c'est vrai. Non, je dis que je suis toujours étonnée de voir le passé de conjoints violents ou d'hommes violents vis-à-vis des femmes, de beaucoup de terroristes ou tout type de terroristes, comme aux États-Unis, c'est très souvent qu'on entend le gars de Nice, c'était un conjoint violent, etc. Oui. Donc, non, c'est pas autre chose en fait, c'est de se dire, il y a une telle tolérance aux violences, que la violence, c'est... Bon, pardon, non, mais je veux pas... Non, mais c'est un fait, effectivement, voilà. Alors après, les solutions, parce qu'il y en a quand même, il ne faut pas désespérer. On est en pleine réflexion dans la police nationale, dans la gendarmerie aussi, sur la question de trouver des moyens pour améliorer tout ça. Voilà, parce qu'on a un engorgement des services d'enquête, qui est aussi commun avec un engorgement du parquet, des tribunaux, enfin voilà, ils connaissent les mêmes problèmes que les fonctionnaires de police, service réduit. On a d'ailleurs dans la plupart des parquets, on n'a pas de parquetier dédié aux violences conjugales. Voilà, on a des parquetiers qui s'occupent des crimes, d'autres des délits de droit commun, mais jamais des violences conjugales. Or, c'est une problématique qui est vraiment propre à ce genre de délit. Donc dans les solutions apportées, il y en aurait une sur la prise de plainte pour gagner du temps, pour laisser moins de temps au travail sur la forme et plus sur le fond. Alors notamment ce qui se pratique chez nos voisins anglo-saxons, aux États-Unis par exemple, en matière d'oralisation de la procédure. Alors ça, c'est ce que vous pouvez voir dans la plupart des feuilletons américains, où nous avons l'enquêteur et le mis en cause qui vont discuter dans une pièce. Voilà. Et toute cette partie-là est enregistrée. Voilà. Alors il y a plusieurs avantages. D'une part, une retranscription qui sera un peu plus fidèle des propos de la personne qui est auditionnée. Un dialogue qui va être facilité. Et puis moins de procédures papier. Donc un gain de temps. Et également un intérêt pour la victime. Voilà. C'est-à-dire que le fait d'être... L'enregistrement, c'est une mise en cause. Voilà, enregistrement. C'est pour comme ça. Mais également, alors non, c'est une proposition. Nous l'espérons, c'est une proposition, voilà, qui avait été faite, d'ailleurs à l'époque au candidat Macron, qui avait répondu favorablement. Voilà. On verra demain. Nous verrons demain. Mais voilà, je vous parlais de la victime. Enregistrer la victime de ce genre de fait a plusieurs intérêts. D'une part, elle n'aura pas à s'exprimer, répéter voilà, des faits qui sont douloureux. L'intérêt peut être aussi pour des psychologues, des psychiatres amenés à faire une évaluation.
ils auront un témoignage pris sur l'instant de la victime. Voilà. En cas de confrontation également. Alors, la confrontation survient lorsqu'il y a une différence dans les déclarations de l'auteur et de la victime. Voilà. Il faut savoir que le parquet peut demander aux enquêteurs de confronter les deux parties. C'est une violence pour les victimes. Oui. Voilà. Je ne vous le fais pas dire. Voilà. Mais filmer cela quand c'est nécessaire, quand cela nous est demandé, voilà, pourrait mettre en lumière des choses qui pourraient être intéressantes par la suite. Notamment le comportement de l'auteur face à la victime, le comportement de la victime en présence de l'auteur. Voilà, ça pourrait mettre en lumière des signes de peur, et l'utilité serait de ne pas amener la personne à se répéter ultérieurement au tribunal ou ailleurs. Dans les points à apporter qui paraissent essentiels, il y a aussi la prise en charge des enfants. Voilà. Là aussi c'est très compliqué. Les enfants viennent de subir une situation traumatisante. La dernière chose dont ils ont besoin, c'est d'être jetés dans un commissariat, pas livrés à eux-mêmes, mais bon, voilà, dans des conditions d'accueil qui sont... Et nous, dans notre situation, ça a été, on s'est découverte, on s'est parlé, on s'est aidé. Nous avons été auditionnés par un lieutenant, la BRDP, par quelqu'un qui était formé, qui avait l'habitude, qui a été assez bienveillant avec nous, etc. Néanmoins, on a dû quand même se serrer les coudes. On se voyait avant, on se voyait après, on s'expliquait, on se racontait, on a pleuré. On a pas mal pleuré. C'était assez fort qu'on a un moment pour pleurer ensemble. Il y en a une qui démarrait et les autres continuaient. Et donc on s'est rendu compte que le fait de se soutenir, de se voir avant, de se voir après, de s'expliquer ce qui s'est passé, parce qu'effectivement, moi je ne l'ai pas vécu, mais je crois qu'il y en a 2 parmi nous qui ont été confrontés à l'agresseur. Pour les 2, ça a été terrible. Quand elles en sont sorties, ça a été terrible, ça a été très très dur. Donc Sandrine a eu l'idée de lancer cette association qui s'appelle Parler, et le but de cette association, c'est justement d'aider et d'accompagner. Parce on se rend compte que les agresseurs, en tout cas dans notre cas, en tout cas dans notre milieu, je pense que ailleurs c'est la même chose, agressent rarement une seule femme. Cette perversité, c'est rare qu'elle ait cuit. Donc il y a d'un côté se dire qu'on peut mettre en relation des femmes qui ont été agressées par le même agresseur, de façon à ce que si elles en ont envie, qu'elles puissent s'en parler, qu'elles puissent peut-être avoir des actions conjointes, en tout cas ensemble. Et c'est aussi d'avoir des réunions régulièrement, d'accueillir. Alors ça fait un petit peu genre des alcooliques anonymes. Néanmoins, oui, mais justement c'est bien, c'est de pouvoir s'épauler et avoir un vivier de femmes qui seraient d'accord pour dire je t'accompagne au commissariat, je t'accompagne voir une assistante sociale, parce que moi ça m'est arrivé dans ma vie de militante de m'imposer et d'accompagner des femmes voir une assistante sociale. Et quand l'assistante sociale disait mais non, vous n'avez pas le droit, et la personne disait si, je souhaite être accompagnée. Alors, on se rend compte aussi que beaucoup de femmes ont peur pas que d'aller au commissariat, elles ont peur de l'institution. Elles ont peur des démarches administratives qui ne sont pas toujours simples, parce qu'on les accueille pas toujours de façon très cool et très sympathique. Et donc voilà, c'est vraiment ça, et d'avoir ce pool de femmes. Et donc on va organiser une réunion début janvier avec toutes celles qui seront volontaires pour nous rejoindre. Et ensuite, c'est aussi réfléchir à ce qu'on disait, notamment dans les violences conjugales, qui c'est qu'on extrait, qui c'est la femme et les enfants. C'est la femme qu'on enlève de l'appartement, ce sont les enfants qu'on enlève de leurs écoles, ce sont les enfants qui subissent plusieurs fois, parce que non seulement il y a de la violence, mais en plus on va les enlever de leurs copains, de toute leur vie sociale. Donc ça aussi c'est terrible.
Il n'y a pas assez de logements pour reloger les femmes. Ça, il y a très très peu de logements d'urgence pour les femmes. Donc il y a tout ça derrière. Je pense qu'il y a des pressions énormes à faire sur les institutions pour ça. Des femmes, comme vous l'avez dit, on ne les élève pas à se défendre ou à se battre, on les élève à protéger. Donc les femmes, une des premières raisons qui font qu'elles ne portent pas plainte, c'est qu'elles protègent. Elles protègent des enfants, elles protègent un mari violent, elles protègent un contexte, elles protègent des collègues, elles vont protéger un parti politique, par exemple, en ne parlant pas. Elles vont protéger les valeurs qu'elles défendent, elles vont protéger plein de choses, mais pas elles, parce qu'elles, on les habitue, enfin on nous habitue pas, on ne nous apprend pas à faire ça. Et donc parler, l'objectif de ça, et les femmes, elles ont aussi peut-être, pour plein de raisons, alors les femmes sont très douées pour aller au-devant des instances. Par exemple, il s'avère que dans les familles précaires, les personnes qui vont faire la démarche de demander de l'argent à la CAF et compagnie, ce ne sont pas les hommes, hein, enfin, ce sont les femmes qui font les démarches. Les femmes savent très très bien se démerder avec les démarches administratives. Le problème n'est pas là, c'est qu'en effet, soit vous venez d'être victime d'une agression, d'un viol ou alors de violence conjugale régulière et qu'enfin il a essayé de tuer le petit par la fenêtre et que vous allez vous décider à aller voir les flics, et qu'en effet l'attitude et tout ce que décrivait monsieur sur l'ambiance, pousser la porte du commissariat, les gens qui vous regardent, l'attente. La différence entre parler à une amie, confier quelque chose, vider quelque chose et pouvoir avancer soi-même en entendant ce qu'on dit, en se rendant compte de la gravité des choses, ça aide. Alors que d'aller déposer plainte, ça n'aide pas soi. On ne va pas porter plainte pour s'aider soi-même. On va porter plainte pour dire stop, pour dire la loi et pour protéger les autres. Et c'est la grande difficulté, pour arriver à amener les femmes à porter plainte, il faut qu'elles se rendent compte que porter plainte, c'est pas que pour protéger les autres, mais ça, ce sera possible le jour où, quand on ira porter plainte, on sera protégé. Avant que les femmes puissent parler à une amie, puissent parler à un médecin, puissent parler à une association, il faut déjà qu'elles identifient ce qu'elles vivent. Et là, c'est tout le problème, parce qu'elles trouvent ça normal, finalement, de vivre de cette manière en faisant le dos rond en permanence, avec ces hommes. Pour des tas de raisons, hein. Soit elles ont peur effectivement financièrement, soit elles ont peur de perdre leur travail, donc elles s'accommodent de la situation. Donc elles n'identifient pas vraiment ce qu'elles vivent. Donc déjà la première chose. Donc ensuite elles parlent, si elles ont la chance de pouvoir parler à un membre de leur famille, ou des amis, ou des associations, ou des médecins. Et je dirais, elles n'arrivent à parler que si elles ont de l'aide, si elles ont une main tendue. Donc c'est pour ça que moi, je pense que la formation des enseignants, bien sûr, des assistantes sociales, des infirmières, des sages-femmes, car souvent les violences redoublent en cas de grossesse, les médecins du travail, c'est essentiel pour moi, qu'ils soient extrêmement bien formés, et ensuite, elles peuvent aller porter plainte. Porter plainte, c'est une chose, mais c'est pas facile, comme on vous l'a dit. Déjà, les femmes qu'on a vues, qui ont quand même l'habitude de s'exprimer, qui ont une situation favorisée, ont déjà du mal parce qu'il faut de la bienveillance quand elles portent plainte dans l'écoute. De la bienveillance, on pousse la porte d'un commissariat, on n'est pas forcément bien accueilli, on vous dit mais c'est pas le bon commissariat, c'est pas mon secteur, il faut aller voir quelqu'un d'autre. Deuxième hypothèse, on n'a pas les effectifs, on n'a pas le temps. Revenez demain. Déjà, c'est difficile d'y aller. Quand on vous dit revenez demain, on ne revient pas forcément. Donc tout ça est compliqué. Et si elles sont seules, elles vont parler peut-être, elles vont déposer une plainte sur ce qui est arrivé le jour même, en disant voilà, j'ai été battue, j'ai un coca, ça tout le monde le voit, tout le monde le croit. Mais parler de violence psychologique, parler même de violence sexuelle, c'est autre chose. Parce qu'elles-mêmes ne savent pas qu'elles ont forcément été violées, parce qu'elles pensent que ça fait partie du couple, on a des rapports sexuels, mais après tout, j'avais pas envie, mais je me suis laissée faire. Donc elles estiment que, voilà, on ne peut pas considérer qu'il s'agit d'un viol. Donc tout ça, c'est à la personne qui les entend, qui les écoute, de les faire accoucher, entre guillemets, en disant, et j'ai eu beaucoup de clientes qui ont été dans ce cas-là, mais madame, ce que vous vivez, ça s'appelle un viol. Et c'est comme ça qu'on a eu une enquête, et c'est comme ça qu'on a eu une instruction, et c'est comme ça que ces femmes sont allées devant la cour d'assises et ont été reconnues comme avoir été violées. Mais là encore, tout dépend de la personne qui est devant vous, qui est en face de vous. Si elle est formée, elle comprendra tout de suite à qui elle a affaire.
Parce qu'au niveau des plaintes faites par des femmes, je crois qu'il y a 2% des femmes, ou même pas, c'est infime, qui ne disent pas la vérité. Sinon, toutes les autres femmes qui portent plainte disent la vérité. Donc ça, ce sont les statistiques. Donc déjà, à partir de là, les officiers de police devraient les considérer comme des femmes qui disent la vérité. Et ce n'est pas forcément évident. Donc voilà, il y a tout ça. Donc moi, je dirais, ce qui m'importe, c'est la formation de toutes ces institutions, et y compris les magistrats. Parce qu'on arrive à des questions, les magistrats qui disent, même devant la cour d'assises, mais il fallait porter plainte avant, pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Et ça, je trouve ça aberrant de la part d'un magistrat, de poser cette question à une femme qui a été victime de violence. C'était le premier point, la formation. La spécificité non seulement des brigades, il y a bien des brigades de stupéfiants, il y a bien des brigades de mineurs, il faut des brigades, effectivement, de violence conjugale, car le fléau est important. Donc ça veut dire quoi? Cette femme peut être accueillie avec beaucoup d'égards. Il doit y avoir une psychologue qui est là et qui doit être de permanence, de manière à pouvoir, avant ou après ou pendant, les accueillir. Et ces femmes qui sont soumises à des confrontations, bien souvent, puisque évidemment l'agresseur est mis en garde à vue, et parfois, effectivement, le magistrat décide qu'il faut une confrontation. Cette confrontation, bien des officiers de police disent « vous n'avez pas besoin d'un avocat pour vous accompagner ». Et moi, je trouve que c'est essentiel. On ne veut pas la présence d'un avocat, et moi, je trouve que c'est essentiel. Ne serait-ce que pour ne pas laisser déborder l'agresseur dans ses questions ou dans ses réponses, etc., pour recadrer. Et puis surtout, ne serait-ce que la position de l'agresseur, de l'agressé. Nous, on est là pour un petit peu dire, écoutez, ma cliente a envie d'être derrière lui, par exemple, et non pas à côté de lui. Et rien que ça, c'est déjà, ça apaise. Voilà. Donc la spécificité des commissariats, des chambres correctionnelles qui traitent ces affaires, doit être effectivement spécifique. Il en existe à Paris, mais pas partout. On ne traite que de ça. Je dirais aussi, il y a beaucoup de relax, il y a beaucoup de plaintes qui sont effectivement sans suite, qui découragent effectivement les plaignantes. Et puis ce que vous venez de dire, finalement ça se retourne parfois contre elles. Et là c'est assez désarmant. Ensuite, il y a les solutions. Une fois que l'agresseur sort du commissariat, que faire? Il n'est pas toujours interdit d'approcher son épouse. 48 heures après, il rentre chez lui. Et là, il redouble de violence à l'égard de cette femme. Donc les mesures ne sont prises qu'à moitié. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il faut absolument que les enfants soient protégés, parce qu'il y a des conséquences extrêmement difficiles pour les enfants. Donc moi je dirais un centre médiatisé pour pas que les enfants rentrent dans le système de violence, d'aliénation parentale, etc. Donc dans un centre médiatisé, dans un premier temps, voir le père, que ça soit renvoyé systématiquement devant un tribunal correctionnel, mais ce qui n'est pas le cas, puisqu'il y a beaucoup de médiation. On demande de la médiation pénale, qui ne sert à rien, parce que l'agresseur va rester sur sa position. Évidemment, il ne va pas dire j'ai fait ça, certainement pas. Des amendes sont ordonnées de 300 €, voilà, avec des petites séances de 2 heures pour comprendre ce qu'est la violence conjugale, etc. Et il en rigole. Et ça finit très mal, et ça finit en cour d'assises parce que finalement, ils tuent, ils agressent, ils violent. Et les femmes avaient déposé plainte, et elles ne comprennent pas ce qui s'est passé. Moi, je trouve qu'il y a un manque de sévérité totale de la part des tribunaux qui considèrent qu'il s'agit de conjugopathie. Voilà. C'est un couple qui fonctionne comme ça. Il y a des torts de part et d'autre. Et ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Et ces femmes aussi, dans leur plainte, ne disent pas tout. Donc c'est c'est à l'inspecteur de police ou à l'officier de police ou au gendarme d'aller plus loin. Et s'il est formé, il ira plus loin. Et on a des choses extraordinaires de la part de certains intervenants. Et en revanche, il y a des plaintes qui sont bâclées. Il y a 3 lignes. Elles me disent j'avais dit beaucoup plus de choses et ça n'a pas été noté. Voilà. Parce qu'elles sont incapables, si vous voulez, incapables, quand elles relisent la plainte, et on leur dit mais vous n'aviez qu'à relire votre plainte. Mais elles sont incapables.
Je veux dire, elles sont trop dans un état de fragilité et de stress post-traumatique, parce qu'il y a un stress post-traumatique énorme. Ces femmes ne pensent pas comme des femmes qui n'ont jamais été violentées. Ce n'est pas imaginable de s'exprimer comme une femme qui n'a jamais été violentée. Donc, il y a des failles, il y a encore des fragilités, et je crois qu'il faut essayer de se former lorsqu'on s'intéresse à l'assistance ou l'aide aux victimes. Sinon, on ne peut pas y arriver. L'individu violent peut avoir une interdiction d'approcher de domicile. Voilà, à l'issue de sa garde à vue, les choses sont signifiées. Il faut savoir que dans le cas des violences conjugales avérées, les individus font l'objet quasi systématiquement d'un déferment, c'est-à-dire d'une présentation devant le procureur de la République à l'issue de la garde à vue, avec détention provisoire dans certains cas, pour lui signifier justement une interdiction d'approcher le domicile. Ce qui malheureusement ne les empêche pas de revenir. Mais ils sont contrôlés. Ah tout à fait, si, bah. Malheureusement, oui, vous en avez, effectivement, les auteurs de ce genre de délit recommencent. C'est propre aussi à d'autres faits de nature sexuelle. Il y a un gros taux de récidive. Voilà. C'est clair que les magistrats, les policiers n'ont pas les moyens d'agir. Donc, moi je suis d'accord avec Stella. Du coup, on fait quoi? Est-ce que c'est à nous, société civile, de nous organiser, d'inventer, de créer d'autres formes d'intervention? Est-ce qu'on peut se bagarrer pour que, par exemple, moi c'est mon nouveau dada, que le planning familial, ce soit un lieu où il y ait des personnes assermentées pour prendre les plaintes des femmes? Ça nous évitera d'arrêter de taper sur la police et de taper sur tout le monde et de se dire, en plus, là, il y a quand même des gens qui sont habitués à parler aux femmes pour des choses extrêmement intimes, donc la parole, c'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce qu'on attend de faire des trucs comme ça en fait? Ça coûte un peu cher, enfin si ça coûte un peu cher. On attend demain qu'Emmanuel Macron dise qu'il double, qu'il triple les subventions des associations. Ça serait formidable pour le planning. Je pense au planning, mais je vois Michel Lou dans la salle. Je pense aussi à toutes les associations qui accueillent des femmes victimes de violences et qui sont des expertes. Donc Michel, elle est présidente d'association, elle est dans une grosse fédération aussi. Ce sont des gens qui sont parfaitement capables de prendre les plaintes des femmes à partir du moment où ils seraient assermentés, je sais pas quoi. Ça coûterait pas très cher en fait, puisque grosso modo c'est déjà ce qu'on fait quand on les accueille. Donc plutôt que de se taper la tête contre les murs à essayer toujours de faire changer ce qui semble très très complexe à faire changer, nous changeons, imposons des trucs, essayons les expériences, faisons-le, envoyons au procureur des tas de plaintes en disant regardez, elle est parfaite la plainte, elle est circonstancielle, elle est nickel, on sait le faire. Et peut-être qu'on pourrait avancer comme ça. Il faut être en éveil. Il ne faut pas faire semblant de ne pas voir. Même si on a le moindre soupçon, je crois qu'il faut alerter, en tout cas la personne concernée bien sûr, l'inciter à parler et alerter les autorités. Alors justement, je crois qu'au Canada, il existe des témoins qui peuvent témoigner anonymement. Et je pense qu'il faudrait rester un petit peu sur cette piste, parce que les gens ont peur aussi de témoigner, en se disant c'est une affaire privée, ça se passe en huis clos, de quoi je me mêle? Et ils ont parfois envie, mais ils ne le font pas par peur des représailles. Donc il faudrait pouvoir porter plainte de manière anonyme, en disant je suis le voisin, évidemment que l'inspecteur de police sache quel est le nom, quelle est l'adresse, etc. Mais ne pas le dévoiler à l'agresseur. Ça inciterait les gens à parler, parce que ces femmes n'osent pas toujours parler, et je crois que ça ferait partie de l'aide l'accompagnement qu'on pourrait leur donner. Et surtout aussi, le secret professionnel doit être levé dans ces cas de violence conjugale. Il ne faut pas s'abriter, un médecin ne veut pas, ou un psychologue ou un psychiatre ne doit pas dire nous sommes tenus au secret professionnel. Je crois qu'à partir du moment où il y a des violences conjugales, on doit lever le secret professionnel sans être justement poursuivi, et sexuel bien évidemment, sans être poursuivi par l'ordre des médecins.